En 1984, une jeune fille et son père d'Austin, au Texas, disparaissent lors d'un week-end en voiture, laissant la mère à la maison, accablée d'un chagrin inimaginable et sans réponse pendant plus de 10 ans. Mais 16 ans plus tard, le propriétaire d'une casse trouve quelque chose de choquant parmi les voitures abandonnées, une découverte bouleversante qui allait tout changer. Le soleil d'automne filtrait à travers les fenêtres du salon de Margaret Albrook à Austin, au Texas, projetant de longues ombres sur le parquet. Margaret était assise tranquillement sur son canapé à motifs floraux, la télécommande serrée dans sa main. Sa mère, Doris, était perchée à ses côtés, le visage marqué par la même impatience et la même appréhension qui était devenue un rituel ce jour-là chaque année. « C'est bientôt l'heure », murmura Margaret, sa voix à peine audible tandis qu'elle augmentait le volume de la télévision. Le journal local défilait à l'écran, et Margaret se pencha en avant, les yeux fixés sur le poste. Pendant 16 ans, elle avait payé les chaînes d'information locales pour diffuser une alerte de disparition ce jour-là, l'anniversaire de la séparation de sa famille. Au début de la publicité, Margaret eut le souffle coupé. L'écran affichait une photo de famille, un bel homme à la moustache fournie et au regard chaleureux, debout fièrement aux côtés d'une petite fille au sourire éclatant. À côté de la photo, on pouvait voir l'image d'une Cadillac rouge rutilante. Il y a 16 ans jour pour jour, Jim Albrook et sa fille de 8 ans, Lucia, disparaissaient lors d'un week-end en voiture, annonçait le présentateur. Ils ont été vus pour la dernière fois au volant d'une Cadillac de ville rouge de 1979, immatriculée THB 143. Si vous avez des informations sur leur localisation, veuillez contacter la police d'Austin. Margaret éteignit la télévision, incapable de supporter le poids du silence qui suivit. Elle jeta un coup d'œil à sa mère, remarquant l'expression sombre qui s'était installée sur son visage ridé. « Je vais monter me rafraîchir », dit Doris en serrant la main de Margaret avant de se lever lentement du canapé. Margaret hocha la tête, regardant sa mère disparaître dans l'escalier. Restée seule avec ses pensées, Margaret se dirigea vers la bibliothèque qui bordait le mur du fond du salon. Ses doigts parcoururent la reliure de plusieurs livres avant de s'arrêter sur un album photo usé, relié en cuir. Elle le tira et retourna au canapé, l'ouvrant avec le soin qu'on accorde à un texte sacré. Page après page, des instants figés dans le temps se révélaient, Jim se tenant fièrement à côté de cette Cadillac qu'il avait tant travaillé pour offrir à Lucia pour son premier jour d'école, tous les trois à Barton Springs, le visage rayonnant de joie. Margaret traça le contour du visage de sa fille d'un doigt tremblant. « Où es-tu » murmura-t-elle à la photo, comme elle l'avait fait maintes fois auparavant. La sonnerie stridente du téléphone rompit le silence, surprenant Margaret. Elle ferma l'album et le mit de côté avant de se diriger vers la cuisine pour répondre. « Allô » dit-elle, la voix légèrement haletante. « Madame Albrook ?» « Ici l'agent Daniels de la police d'Austin », répondit-il. « Je vous appelle car nous venons de recevoir un signalement concernant des preuves potentielles découvertes dans une casse à San Marcos. Nous pensons que cela pourrait être lié à l'affaire de votre mari et de votre fille. » La main libre de Margaret s'agrippa au comptoir pour se soutenir. « Quel genre de preuves ? Nous préférons ne pas discuter des détails au téléphone, madame. Seriez-vous disponible pour venir identifier ce qui a été trouvé ? Une voiture de patrouille peut venir vous chercher dans une dizaine de minutes. » « Oui, » répondit immédiatement Margaret, le cœur battant. « Oui, je serai prête. » Elle raccrocha et se précipita en bas de l'escalier. « Maman » appela-t-elle. « La police vient d'appeler. Ils ont trouvé quelque chose dans une casse à San Marcos. Ils pensent que ça pourrait être lié à Jim et Lucia. » Doris apparut en haut des escaliers, le visage pâle. « Qu'ont-ils trouvé ? Ils n'ont pas voulu nous le dire. Mais ils envoient une voiture nous chercher dans 10 minutes. » Doris descendit rapidement l'escalier, oubliant sa fatigue. « Je viens avec toi. » Ils attendirent dans un silence tendu l'arrivée de la voiture de patrouille. L'agent au volant se présenta comme étant l'agent Martinez, mais resta peu en contact pendant l'heure de route vers le sud, jusqu'à San Marcos. Margaret observait le paysage familier du Texas défiler dans un flou, ses pensées bouillonnant d'idées.
À côté d'elle, Doris serrait son sac à main sur ses genoux, les jointures blanches. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Harvest Auto Salvage, Margaret eut un pincement au cœur à la vue des véhicules de police et du ruban jaune de scène de crime délimitant une partie de la casse. L'agent Martinez les guida à travers le dédale de véhicules hors d'usage vers un groupe de personnes rassemblées autour d'un objet que Margaret ne pouvait pas encore voir. « Inspecteur Reyes !» cria l'agent Martinez à leur approche. Madame Albrook et sa mère sont là. Un homme grand, en civil, se tourna pour les saluer, son expression soigneusement neutre. « Madame Albrook, Madame Barrett, je suis l'inspecteur Reyes. Merci d'être venu si vite. » « Que as-tu trouvé ?» demanda Margaret d'une voix ferme malgré le tremblement de ses mains. L'inspecteur Reyes s'écarta, révélant ce que le groupe avait encerclé. Margaret faillit lâcher sous ses jambes. Là, écrasée au point d'être méconnaissable mais toujours reconnaissable, se trouvait une Cadillac de ville rouge. La peinture autrefois brillante était maintenant terne et rouillée par endroits, mais Margaret n'avait aucun doute, c'était la voiture de Jim, celle qu'il avait économisée pendant des années, celle qu'il avait entretenue avec amour, celle dans laquelle Lucia et lui étaient partis 16 ans plus tôt. « Oh mon Dieu !» murmura Doris à côté d'elle, agrippant le bras de Margaret pour se soutenir. Margaret s'approcha lentement du véhicule, comme en transe. La voiture avait été partiellement écrasée, probablement par la grosse pelleteuse garée à proximité. Les policiers photographiaient le véhicule sous tous les angles, tandis que d'autres semblaient prendre des mesures et fouiller les alentours. « On ne peut pas vérifier l'intérieur en raison de son état, » expliqua doucement l'inspecteur Reyes. « Mais il faut confirmer, est-ce la voiture de votre mari, Madame Albrook ?» Margaret fit le tour du véhicule, son regard scrutant chaque détail. Finalement, elle s'arrêta devant ce qui restait de la roue arrière droite. Elle désigna une petite bosse sur l'enjoliveur chromé. « Jim a heurté un trottoir la semaine avant leur disparition, » dit-elle d'une voix distante. « On allait le faire réparer. » Sa voix s'éteignit. Elle leva les yeux vers l'inspecteur Reyes, les yeux emplis de larmes qu'elle refusait de verser. « Oui, » murmura-t-elle. « C'est leur voiture. » Le détective Reyes hocha la tête solennellement, puis fit un geste vers un homme qui se tenait nerveusement au bord de la scène de crime. « Voici Dean Lamb, le propriétaire de la casse. C'est lui qui nous a appelés. » Dean s'avança, s'essuya les mains sur un chiffon avant d'en offrir un à Margaret. « Je suis vraiment désolé, madame. Je n'avais aucune idée de l'histoire de la voiture. Je jure qu'elle devait être écrasée ce matin, et j'étais à mon bureau après coup quand j'ai vu l'épisode des personnes disparues à la télévision. J'ai immédiatement reconnu la voiture et j'ai appelé la police. »« Comment est-il arrivé ici ?» demanda Margaret, ignorant sa main tendue. « Qui l'a apporté ?» Dean se tortilla, mal à l'aise. « C'est justement ça, madame. Je n'ai aucune trace de son arrivée. Ce n'est absolument pas dans notre système. » « Cela semble suspect, » dit Doris sèchement. L'inspecteur Reyes leva la main. « C'est Monsieur Lamb qui nous a alertés de la présence de la voiture, Madame Barrett. Nous n'avons aucune raison de croire qu'il soit impliqué dans son apparition ici. J'essaie de comprendre comment il est arrivé ici, » a insisté Dean. « Nous avons des protocoles stricts pour accepter les véhicules, papiers, pièces d'identité, etc. » Tandis qu'il parlait, une femme en salopette graisseuse s'est approchée du groupe. « J'ai vu Reed la porter », a-t-elle déclaré. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Reed ?» demanda le détective Reyes. Dean a expliqué, « C'est mon associé. Il gère l'aspect technique. C'est le technicien en chef ici. » L'inspecteur Reyes a immédiatement sorti son téléphone. « On doit lui parler. Pouvez-vous l'appeler ?» Dean hocha la tête et sortit son téléphone pour composer un numéro. Après quelques instants, il secoua la tête. Pas de réponse. J'ai besoin de son adresse. L'inspecteur Reyes répondit fermement, bien sûr. Dean sortit un petit carnet de sa poche et nota une adresse. Il habite à South Austin. Voici ses coordonnées.
L'inspecteur Reyes prit le papier et se tourna vers l'un de ses agents. Je veux qu'une unité se rende immédiatement à cette adresse. Qu'ils amènent Monsieur Carroway pour l'interroger. Il se tourna vers Dean. Y a-t-il autre chose appartenant à Monsieur Carroway dans les locaux qui pourrait être utile à notre enquête? Dean répondit, son bureau. Mais il est fermé à clé et seul Reed en a la clé. Il nous faudra un mandat pour procéder à une perquisition, dit l'inspecteur Reyes en se tournant vers un autre policier. Déclenchez la perquisition. Margaret resta silencieuse pendant tout cet échange, les yeux fixés sur la Cadillac écrasée. 16 ans d'interrogation, d'espoir contre tout espoir et maintenant, ça. La voiture qui avait emporté son mari et sa fille loin d'elle pour la dernière fois était là, méconnaissable, mais lui offrant la première véritable piste depuis 15 ans. Fouillez la zone, a ordonné le détective Reyes à son équipe. Madame Albrook? Margaret hocha la tête, la détermination reprenant son visage baigné de larmes. Oui. Cherchons. Madame Barrett, si vous vous en sentez capable, votre aide pour identifier d'éventuels objets personnels serait inestimable. Margaret hocha la tête en silence, et elle et Doris suivirent les policiers qui commencèrent à fouiller méthodiquement la casse. Des heures passèrent, tandis qu'ils examinaient des piles de ferraille et d'objets mis au rebut, mais rien concernant Jim ou Lucien ne fit surface. Finalement, ils se retrouvèrent devant le bureau verrouillé de Reed Carroway, attendant soit l'homme lui-même, soit le mandat qui leur permettrait de perquisitionner. Margaret s'appuyait contre le mur, l'épuisement se lisant sur chaque trait de son visage. Doris se tenait à ses côtés, un bras autour des épaules de sa fille. Toutes deux silencieuses et plongées dans leurs pensées, le soleil de l'après-midi s'élevant plus haut dans le ciel. Le soleil était à son zénith lorsque deux voitures de police arrivèrent à la casse. Margaret et Doris se redressèrent en voyant un troisième véhicule ou un pick-up bleu foncé les suivre. Le camion se gara un peu plus loin, et un homme d'une vingtaine d'années en sortit. Il avait les cheveux bruns courts et portait une tenue de travail avec le logo de la casse gravé sur la poche de poitrine. L'inspecteur Reyes s'approcha immédiatement de lui. Monsieur Carroway. L'homme hocha la tête, l'air perplexe. Oui, c'est moi. Que se passe-t-il? Vous aviez besoin de me parler d'urgence, dit-il en lui tendant la main. Je suis l'inspecteur Reyes. Nous enquêtons sur l'apparition d'une Cadillac rouge dans votre casse, une Cadillac liée à la disparition d'une personne âgée de 16 ans. Les yeux de Reed s'écarquillèrent légèrement. La voiture qui a été écrasée ce matin. J'ai entendu dire que Dean vous avait appelé à ce sujet. L'inspecteur Reyes fit un signe de tête en direction de Margaret et Doris. Voici Margaret Albrook et sa mère, Doris Barrett. La Cadillac appartenait au mari de Madame Albrook, disparue avec leur fille il y a 16 ans. Reed s'approcha des femmes, l'air sombre comme il se doit. Je suis vraiment désolé d'apprendre cela, Madame Albrook. Il lui tendit la main, que Margaret accepta après un instant d'hésitation. Reyes a poursuivi, la voiture n'était pas correctement enregistrée dans votre système. Une de vos collègues a dit vous avoir vu la porter. Nous aimerions savoir comment elle est arrivée en votre possession. Reed passa une main dans ses cheveux en soupirant. Oui, c'était une situation étrange. Il y a environ une semaine, un homme âgé l'a apportée alors que Dean n'était pas là. Il a dit qu'il n'en avait plus l'utilité et qu'il voulait la détruire. Vous a-t-il donné son nom, a demandé le détective Reyes. Reed secoua la tête. Non, et c'est bien ça qui était étrange. Il a payé comptant une bonne somme, d'ailleurs mais quand j'ai essayé de récupérer ses coordonnées pour nos archives, il a filé. Il a littéralement laissé les clés sur le contact et s'est enfui. Je l'ai appelé, j'ai essayé de le poursuivre, mais il avait disparu. Pouvez-vous décrire cet homme, insista Reyes. Reed fronça les sourcils, concentré. Grand, peut-être 1m80, mince, cheveux gris même s'il semblait avoir été foncé auparavant. Il avait une épaisse moustache, portait des lunettes, un pantalon kaki et une chemise boutonnée. Il parlait très bas, on l'entendait presque mal. Margaret retint son souffle. On dirait Jim,
murmura-t-elle à Doris, le visage pâle. Quoi, dit Doris d'une voix trop forte. Mais c'est impossible. L'inspecteur Reyes se tourna vers eux. Madame Albrook, dites-vous que cette description correspond à celle de votre mari? Margaret hocha lentement la tête, les mains tremblantes. C'était peut-être dû à sa taille, à sa carrure, à sa moustache. Jim portait toujours des chemises boutonnées, même le week-end. Reyes se tourna vers Reed. Quel âge aurait cet homme, à ton avis? Difficile à dire, répondit Reed. Peut-être la cinquantaine. Mais il aurait pu être plus jeune. Il avait l'air fatigué, buriné, vous savez. Doris secoua vigoureusement la tête. Ça n'a aucun sens. Pourquoi Jim se débarrasserait-il de la Cadillac? Il adorait cette voiture. Il a travaillé si dur pour l'avoir. Et pourquoi maintenant, ajouta Margaret d'une voix plus forte. Après 16 ans, et où est Lucia? L'inspecteur Reyes leva une main apaisante. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Nous devons approfondir notre enquête. Il se tourna vers Reed. Nous aimerions fouiller votre bureau, monsieur Carroway. Un de vos collègues a mentionné que vous le gardiez fermé à clé. Reed hocha la tête. Oui, bien sûr. Rien à cacher. C'est juste qu'on y conserve des outils et des catalogues de pièces de valeur. Suivez-moi. Alors qu'elle se dirigeait vers le petit bâtiment qui abritait les bureaux de la casse, Margaret et Doris échangèrent des regards troublés. Tu crois vraiment que ça aurait pu être Jim, murmura Doris. Margaret secoua la tête. Je ne sais pas. On dirait bien lui. Mais pourquoi aurait-il abandonné la voiture après tout ce temps, et où était-il passé? Où est Lucia? Je ne crois pas que Jim ferait ça. Peut-être que cet homme essaie de nous embrouiller, suggéra Doris à voix basse. Arrivé à l'immeuble, Reed les conduisit jusqu'à une porte au bout d'un petit couloir. Il sortit un trousseau de clés et l'ouvrit, s'écartant pour laisser entrer l'inspecteur Reyes. Veuillez patienter ici, dit Reyes à Margaret et Doris. Nous vous préviendrons si nous trouvons quelque chose d'intéressant. Alors que la police entrait dans le bureau, Doris se serra soudainement la poitrine, sa respiration devenant difficile. Maman, demanda Margaret, alarmée. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon asthme, haleta Doris en fouillant dans son sac. Je crois, mon inhalateur. Margaret l'aida à rejoindre un banc proche. Elle trouva l'inhalateur au fond du sac à main de Doris et aida sa mère à l'utiliser, observant avec anxiété la respiration de Doris se stabiliser progressivement. Je vais bien, insista Doris au bout de quelques minutes, le visage toujours pâle. Je suis juste bouleversée. Je suis désolé pour le dérangement. Voulez-vous qu'on appelle une ambulance? L'inspecteur Reyes se précipita à ses côtés. Doris secoua fermement la tête. Non, non. Ça ira. J'ai juste besoin de me reposer un peu. Pendant que Margaret s'occupait de sa mère, la perquisition du bureau de Reed se poursuivait. De temps à autre, un agent apparaissait avec un objet à montrer à Margaret et Doris, mais à chaque fois, Margaret secouait la tête. Aucun de ces objets n'appartenait à Jim ou à Lucia. Après près d'une heure, le détective Reyes est sorti du bureau pour la dernière fois. Nous avons terminé nos recherches, dit-il à Margaret et Doris. Malheureusement, nous n'avons rien trouvé qui soit directement lié à votre mari ou à votre fille. Les épaules de Margaret s'affaissèrent de déception. Nous ne comprenons donc pas mieux ce qui s'est passé. Nous avons progressé, lui assura l'inspecteur Reyes. Retrouver la Cadillac est crucial. Il nous faut maintenant découvrir qui l'a amené ici et pourquoi. Il se tourna vers Reed. Monsieur Carroway, nous aimerions que vous veniez au poste pour faire une déposition officielle. Reed hocha la tête. Bien sûr. Je ferai tout ce que je peux pour aider. Madame Albrook, Madame Barrett, nous apprécierions que vous veniez également, a poursuivi l'inspecteur Reyes. Nous aimerions examiner les détails de l'affaire avec vous à la lumière de ces nouveaux éléments.
Margaret dit fermement, je conduirai ma propre voiture. Reed a proposé, je retourne vers Austin de toute façon. L'inspecteur Reyes réfléchit un instant, puis hocha la tête. C'est parfait. On vous attend dans l'heure. Alors qu'il retournait à la voiture de police, Margaret soutenait sa mère, qui était encore légèrement instable sur ses pieds. Tu es sûre d'être prête? Demanda Margaret à voix basse. Doris serra le bras de sa fille. Je ne raterai ça pour rien au monde. S'il y a une chance de découvrir ce qui est arrivé à Jim et Lucia, il faut que je sois là. Ils grimpèrent à l'arrière de la voiture, regardant Reed monter dans son pick-up. Alors que le petit convoi quittait la casse, le soleil brillait haut dans le ciel clair de l'après-midi, projetant des ombres nettes sur la Cadillac rouge écrasée. Les néons du commissariat d'Austin projetaient des ombres crues sur les visages de tous ceux qui étaient assis dans la petite salle de conférence. Margaret et Doris étaient assises d'un côté de la table, l'inspecteur Reyes et un autre policier en face d'elle, tandis que Reed Carroway avait fait sa déposition dans une pièce séparée. Revoyons la chronologie, dit l'inspecteur Reyes en ouvrant un épais dossier. Parfois, un regard neuf sur des détails anciens peut révéler quelque chose qui nous avait échappé. Margaret hocha la tête, les mains fermement jointes sur la table. Jim et Lucia sont partis un samedi matin, le 12 octobre 1984. Jim avait son cabinet dentaire ici, à Austin. Il était très respecté, il l'avait créé de toutes pièces. Il avait un style bien à lui, la moustache, les cravates colorées. Ses patients l'adoraient. Et Lucia, demanda doucement le détective Reyes. Un léger sourire éclaira les lèvres de Margaret. Elle avait 8 ans, elle était si brillante, pleine d'énergie. Elle adorait son père, le suivait partout quand elle n'était pas à l'école. Vous n'êtes pas parti en voyage avec eux, demanda le deuxième officier en prenant des notes. Margaret secoua la tête. Maman avait besoin d'aide ce week-end-là. Elle déménageait des meubles et réaménageait la maison après le décès de papa. Ce n'était censé durer qu'une nuit, une petite escapade à l'anneau. Jim voulait montrer à Lucia les couleurs d'automne du Hill Country, et peut-être visiter Enchanted Rock. Ils étaient censés être de retour dimanche soir. Et quand avez-vous réalisé pour la première fois que quelque chose n'allait pas, demanda l'inspecteur Reyes, bien qu'il connaisse sûrement la réponse grâce au dossier devant lui. Dimanche soir, répondit Margaret, la voix devenant distante. Jim avait promis de m'appeler à leur départ de l'anneau. N'ayant pas eu de ces nouvelles à l'heure du dîner, j'ai essayé le motel. Ils m'ont dit que Jim et Lucia avaient quitté les lieux le matin même. J'ai appelé ses amis et sa famille, mais personne n'avait eu de leurs nouvelles. Lundi matin, je suis allé à la police. Doris tendit la main et serra celle de sa fille. Depuis, on cherche. L'inspecteur Reyes hocha la tête solennellement. L'enquête était alors minutieuse. Les policiers ont visionné les images de vidéosurveillance des stations-service et des commerces situés le long de leur trajet. Ils ont interrogé le personnel du motel et les clients du quartier. Les cartes de crédit et les comptes bancaires de Jim n'ont plus jamais été utilisés. Son cabinet dentaire est resté intact. À l'époque, la technologie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, a ajouté le deuxième agent. Pas de téléphone portable pour nous suivre, moins de caméras. Nous avons fait ce que nous pouvions. Et maintenant, 16 ans plus tard, sa voiture se retrouve à la casse, dit Margaret, la voix nouée par l'émotion. Apportée par un homme qui correspond à la description de Jim. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. L'inspecteur Reyes referma le dossier et se pencha en avant, l'air sérieux. Madame Albrook, je dois vous demander, est-il possible que votre mari soit parti volontairement? Margaret se raidit. Non, absolument pas. Nous étions mariés. Il adorait Lucia. Son cabinet prospérait. Il n'avait aucune raison de partir. Les gens ont parfois des secrets, dit doucement l'inspecteur Reyes. Ils cachent des vies, même à leurs proches. Pas Jim, insista Margaret. Et même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas, où il ne m'aurait jamais enlevé Lucia. Jamais.
La porte de la salle de conférence s'ouvrit et une policière entra. La déposition de Reed Carroway a été traitée, informa TL l'inspecteur Reyes. Il attend dans. L'inspecteur Reyes hocha la tête. Merci. Il se tourna vers Margaret et Doris. Nous allons poursuivre l'enquête sur cette nouvelle piste. La voiture sera examinée minutieusement et nous tenterons de retracer ses déplacements au cours des 16 dernières années. En attendant, je vous recommande de rentrer chez vous et de vous reposer. La journée a été longue. Margaret jeta un coup d'œil à sa montre, surprise de voir qu'il était plus de 14 heures. Oui, je suppose que nous devrions. Nous pouvons demander à un officier de vous conduire, proposa le détective Reyes en se levant. Ils se dirigèrent vers le hall de la gare, où Reed était assis sur une chaise en plastique, feuilletant les informations de son téléphone. Il se leva en les voyant approcher. « Tout est fini ?» demanda-t-il. « Oui » répondit Margaret. « Merci de votre coopération. » L'inspecteur Reyes hocha la tête. « Aujourd'hui, nous vous contacterons si nous avons d'autres questions, monsieur Carroway. » Reed jeta un coup d'œil à Margaret et Doris. « Je pourrais vous déposer. J'habite dans le quartier de Hyde Park. » L'inspecteur Reyes parut dubitatif. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur Carroway. Nous pouvons arranger. » Mais avant que le détective puisse terminer, un officier en uniforme s'est approché avec un message urgent, l'éloignant du groupe. En son absence, Margaret évalua leur situation. Sa mère était épuisée, et l'attente d'une escorte policière ou d'un taxi s'allongeait. Ils apprécieraient le trajet, décida Margaret, ignorant le malaise qui la tenaillait. Reed avait pleinement coopéré avec la police, et il savait où il travaillait. Il n'y avait aucune raison rationnelle de refuser. « Je vais le dire au détective Reyes », a-t-elle ajouté, s'éloignant pour parler au détective, qui était toujours en conversation avec l'officier. « Tu es sûr de ça ?» murmura Doris au retour de Margaret. « La police a ses informations. Tout ira bien. » L'inspecteur Reyes revint, l'air réticent, mais résigné lorsque Margaret l'informa de leur décision. « J'ai son numéro d'immatriculation et ses coordonnées. Appelez immédiatement en cas de problème. » Le pick-up de Reed était vieux, mais bien entretenu. Il ouvrit la portière passager pour Doris, l'aida à monter dans la cabine, puis attendit que Margaret s'installe sur le siège du milieu. « Où es-tu à Hyde Park ?» demanda Reed alors qu'il sortait du parking du commissariat. « Speedway, près de la 45e, » répondit Margaret, gardant un ton neutre. Reed hocha la tête. « Je suis sur l'avenue H, pas loin. C'est marrant qu'on ne se soit jamais croisés. Mais merci encore pour le trajet. » L'après-midi à Austin fut relativement calme tandis qu'il se dirigeait vers le nord. Reed maintint une conversation informelle, s'enquérant du quartier et commentant l'évolution de la ville au fil des ans. Soudain, Doris halta et commença à tapoter ses poches et son sac à main. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» demanda Margaret, alarmée. « Mon inhalateur » dit Doris, la voix crispée par l'inquiétude. « Je crois que je l'ai oublié au bureau de la casse quand j'ai eu ma crise, tout à l'heure. »« Tu te sens bien ?» demanda Margaret, inquiète. « Je vais bien maintenant » lui assura Doris. « Mais j'ai besoin de cet inhalateur. C'est mon inhalateur sur ordonnance, et je l'ai reçu la semaine dernière. Il était cher. » Reed leur jeta un coup d'œil. « Moi aussi, je suis asthmatique. Si vous avez besoin d'un inhalateur, j'en ai un de rechange chez moi. On pourrait passer le chercher. » Margaret secoua la tête. « C'est très gentil, mais on pourrait peut-être s'arrêter à une pharmacie. Il doit bien y en avoir une quelque part. »« C'est un inhalateur sur ordonnance, » insista Doris. « Je ne veux pas gaspiller d'argent pour en acheter un autre alors que le mien traîne probablement sur un bureau à la casse. On pourrait y retourner et le chercher tout de suite. » Margaret, surprise, demanda, « Mais la casse est à 1 heure de route. » Reed proposa, « Ça ne me dérange pas de te ramener. » Vraiment, ça ne me pose aucun problème. On ne pouvait pas te demander ça, protesta Margaret.
On pourrait prendre un taxi. Doris secoua fermement la tête. Ce serait tellement cher. Monsieur Carroway propose son aide. S'il vous plaît, appelez-moi Reed, dit-il. Et sérieusement, ça ne me dérange pas. Cette casse est presque ma deuxième maison. On peut y aller et revenir en 2 heures. Margaret regarda le visage déterminé de sa mère et soupira. Tu es sûre, maman? C'est vrai, répondit Doris. Je ne veux pas gâcher un inhalateur en parfait état. C'est réglé, dit Reed en faisant signe de faire demi-tour au prochain carrefour. Retour à San Marcos. L'horloge du tableau de bord indiquait 15h05 lorsque le pick-up de Reed entra dans la casse automobile. La police avait terminé l'inspection des lieux, mais la Cadillac écrasée restait bouclée par du ruban jaune. Seuls quelques employés travaillaient encore, déplaçant des pièces et triant la ferraille au loin. Ils sortirent tous les 3 du camion et se dirigèrent vers le bureau principal. Dean Lam était derrière le comptoir, l'air surpris de les revoir. Reed. Madame Elbrook. Je croyais que vous étiez tous partis avec la police il y a des heures. Nous l'avons fait, a expliqué Reed, mais Madame Barrett pense qu'elle a laissé son inhalateur ici lors de sa crise d'asthme plus tôt. Le visage de Dean s'adoucit, il comprit. Oh, je vois. Oui, en fait, je l'ai trouvé après le départ de tout le monde. Je l'ai mis en sécurité dans le bureau de Reed, pensant qu'il saurait comment te le rendre. C'est gentil, dit Doris. Ça te dérangerait si je le prenais maintenant? C'est mon ordonnance, et je détesterais devoir la remplacer. Bien sûr, répondit Dean. Reed, tu as la clé? Reed hocha la tête et sortit son porte-clés de sa poche. Margaret et Doris remontèrent le couloir en direction du bureau de Reed. Il leur dit qu'il allait simplement entrer pour prendre les médicaments. Margaret s'affala sur l'une des chaises en plastique usées, l'épuisement des événements de la journée se lisant clairement sur son visage. Doris, quant à elle, faisait les 100 pas juste devant la porte. Lorsque Reed ouvrit la porte et disparut à l'intérieur, Doris fronça les sourcils, plissant les yeux avec suspicion, comme si quelque chose avait attiré son attention. « Comment vas-tu, maman » demanda Margaret doucement en s'asseyant à côté d'elle. « Je vais bien » lui assura Doris, « je suis juste un peu dépassé par tout. » Ils restèrent un moment silencieux, le seul bruit étant le cliquetis lointain du métal provenant de la casse. Quelques minutes passèrent, et Margaret se sentit de plus en plus agitée. Qu'est-ce qui le prend autant? C'est juste un inhalateur. Doris remua sur son siège, puis se redressa soudainement, les yeux écarquillés. Margaret, murmura-t-elle avec urgence. Quand Reed ouvrira la porte pour sortir, regarde l'étagère du haut de la vitrine en face de la porte. Quoi? Pourquoi? Demanda Margaret, déconcertée par l'intensité soudaine de sa mère. J'ai aperçu quelque chose quand il est entré, expliqua Doris précipitamment. Je crois avoir vu un sac à main bleu là-haut, entre des livres. On dirait celui de Lucia. Le cœur de Margaret fit un bond. C'est impossible, maman. Le sac de Lucia était avec elle quand elle a disparu. Regarde, insista Doris. C'est exactement la même nuance de bleu. Avant que Margaret puisse répondre, un bruit de pas annonça le retour de Reed. Alors que la porte du bureau s'ouvrait, les 2 femmes jetèrent instinctivement un coup d'œil dans le bureau. Par la porte, Margaret aperçut une armoire vitrée contre le mur du fond et, sur l'étagère supérieure, un objet familier. Là, sur l'étagère du haut, niché entre plusieurs manuels techniques, se trouvait un petit sac à main bleu, exactement de la même couleur que Lucia emportait partout avec elle. Reed est sorti en tenant l'inhalateur de Doris. Je l'ai trouvé sur mon bureau, dit-il en le lui tendant. Margaret ne pouvait détacher son regard de la lueur bleue visible à travers la porte qui se fermait. Reed, dit-elle d'une voix étonnamment ferme, ce sac bleu dans ton bureau. Reed se retourna, suivant son regard vers son bureau. Oh, ce vieux truc, dit-il d'un ton détaché, mais Margaret remarqua un léger raidissement dans sa posture. Il ressemble exactement à celui de ma fille, dit Margaret.
Celui qu'elle avait avec elle lors de sa disparition. Reed hésita un instant. Vraiment? Quelle coïncidence. Ça te dérangerait que j'y regarde de plus près, demanda Margaret, se levant déjà de sa chaise. Reed sembla réfléchir un instant, puis haussa les épaules. Bien sûr. Ce n'est rien de spécial, juste un vieux sac qui appartenait à ma fille. Je ne savais pas que tu avais une fille, commenta Dean derrière le comptoir. Reed lui lança un regard rapide. Elle n'est plus avec nous. Elle vit avec sa mère à Houston. Margaret et Doris suivirent Reed jusqu'à son bureau. Il déverrouilla la porte et se dirigea droit vers l'armoire, tendant la main pour récupérer le sac à main bleue sur l'étagère du haut. Le voilà, dit-il en le tendant à Margaret. Ma fille n'était pas très féminine, mais elle l'a reçu pour son anniversaire, il y a 1 an, de l'école. Elle ne l'a jamais vraiment aimé ni voulu l'utiliser, alors je l'ai gardé ici. Margaret prit le sac d'une main tremblante. Il avait exactement la même taille et le même style que celui qu'elle avait acheté pour Lucia en 1984, un petit sac à main rectangulaire avec une bordure blanche et un fermoir simple. Lucia avait économisé son argent de poche pendant des semaines pour l'acheter, affirmant qu'il était suffisamment grand pour qu'elle puisse l'emporter partout. On dirait une pièce vintage, dit Margaret en retournant soigneusement le sac entre ses mains. En quelle année votre fille l'a-t-elle reçu? Reed déplaça son poids d'un pied sur l'autre. Oh, je ne me souviens plus exactement, il y a quelques années. Il est identique à un sac populaire du début des années 80, remarqua Doris en observant attentivement le visage de Reed. Je suis surprise qu'ils en fabriquent encore dans ce style. Ouais, eh bien, tu sais comment la mode change de direction, dit Reed d'un geste dédaigneux. Le vintage est de nouveau tendance, je suppose. Margaret ouvrit le sac, mais il était vide. Elle examina attentivement l'intérieur, passant ses doigts le long de la doublure. Il est en très bon état pour un sac d'enfant. Comme je l'ai dit, elle ne s'en est presque jamais servie, répondit Reed. Tu peux la garder si tu veux. Je la gardais ici, à prendre la poussière. Margaret releva brusquement la tête. Tu donnerais le cadeau d'anniversaire de ta fille. Reed haussa les épaules. Ce n'est pas comme si ça lui manquait. Et puis, si ça te réconforte, si ça te rappelle ta fille, pourquoi pas? C'est très généreux, dit lentement Margaret. Tu es sûr? Absolument, dit Reed, son expression indéchiffrable. La police n'a-t-elle pas vu ça quand elle a fouillé ton bureau plus tôt, demanda soudain Doris. Reed hocha la tête. Oui, ils ont tout examiné. Je leur ai dit que c'était à ma fille, et ils sont passés à autre chose. Juste un objet personnel, rien de suspect. Doris prit le sac des mains de Margaret et le retourna pour l'examiner de plus près. À l'intérieur, elle trouva une petite étiquette en ruban blanc cousu dans la doublure. Elle plissa les yeux, puis fronça les sourcils. Il n'y a aucune information du fabricant sur cette étiquette, dit-elle en la montrant à Margaret. On dirait que quelque chose y était déjà imprimé, mais qu'il a été effacé. Margaret se pencha pour regarder. Effectivement, murmura-t-elle. L'étiquette porte de faibles traces de ce qui aurait pu être du texte, mais il est désormais impossible à lire. C'est étrange, dit-elle en levant les yeux vers Reed. Quel genre de cadeau d'anniversaire n'a ni étiquette ni marque? Je ne sais pas, dit Reed, une pointe d'impatience perçant dans sa voix. C'est une amie de son école qui me l'a donné. Margaret passa de nouveau ses doigts sur le tissu, notant sa texture et son poids familier. Il ressemblait exactement au sac de Lucia ou celui qu'elle avait été si fière de porter, celui qu'elle tenait absolument à emporter partout, même pour ce dernier voyage avec son père. On le garde, annonça soudain Doris en serrant le sac contre sa poitrine. Si tu es sûr que ça te va. Comme je l'ai dit, ça prend juste la poussière ici, répéta Reed en désignant la porte. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je devrais probablement vous ramener à Austin. Alors qu'elle traversait la casse pour rejoindre le camion de Reed, Margaret et Doris échangèrent des regards entendus.
Aucune d'elles ne parla avant d'être assise dans le véhicule et que Reed se soit brièvement éloigné pour parler à Dean. « C'est le sac de Lucia, » murmura Doris d'un ton pressant. « J'en suis sûr. L'étiquette a été trafiquée pour effacer la marque et l'année de fabrication. » Margaret hocha la tête, l'esprit s'emballant. Mais comment Reed aurait-il pu avoir le sac de Lucia, et pourquoi serait-il dans son bureau? Je ne sais pas, répondit Doris. Mais il y a quelque chose qui cloche. D'abord, la voiture de Jim est arrivée à la casse, apportée par Reed. Et maintenant, ce sac qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de Lucia est dans son bureau. Ne tirons pas de conclusions hâtives, prévint Margaret, même si ses propres soupçons grandissaient. Tout cela pourrait être une étrange coïncidence. Tu crois vraiment ça? Demanda Doris, le regard perçant. Avant que Margaret ne puisse répondre, Reed remonta sur le siège conducteur. Tout est prêt? Demanda-t-il joyeusement, comme si l'étrange rencontre avec le sac à main bleu n'avait jamais eu lieu. Oui, répondit Margaret avec un sourire forcé. Merci encore pour votre aide aujourd'hui. Reed démarra le moteur et sortit de la casse. Alors qu'il retournait vers Austin, Margaret serrait le sac à main bleu sur ses genoux, ses doigts en traçant les contours familiers. La journée s'étendait jusqu'en fin d'après-midi lorsque le pick-up de Reed rejoignit la circulation en direction nord sur l'Interstate 35. Margaret était assise sur le siège passager, son sac à main bleu serré fermement sur ses genoux, tandis que Doris occupait la banquette arrière, son inhalateur fraîchement récupéré bien rangé dans son sac. Le silence dans la voiture semblait chargé de questions non formulées. L'esprit de Margaret s'emballait, avec des possibilités plus troublantes les unes que les autres. Comment Reed pouvait-il avoir un sac aussi identique à celui de Lucia, et pourquoi avait-il été si impatient de le donner, demandèrent-ils plus tard. Je ne vous remercierai jamais assez pour toute votre aide aujourd'hui, dit finalement Margaret, brisant le silence. Quelle journée! Reed hocha la tête, les yeux rivés sur la route. Ravi de pouvoir vous aider. Trouver cette voiture a dû être un véritable choc pour vous deux 16 ans à vous poser des questions. Margaret dit doucement, et puis retrouver la voiture de Jim comme ça, parle-moi d'eux. La voix de Reed était désinvolte. Votre mari et votre fille, comment étaient-ils? Margaret hésita, examinant le profil de Reed. Son expression semblait sincèrement intéressée, mais quelque chose dans la question la mettait mal à l'aise. Pourtant, parler de Jim et Lucia avait toujours été un moyen de perpétuer leurs souvenirs. Jim était un dentiste formidable, commença-t-elle. Il avait un don particulier avec les patients, surtout les enfants. Il n'avait pas peur de lui, il racontait des blagues ridicules et portait des cravates ridicules avec des motifs dedans. Un léger sourire éclaira les lèvres de Reed. Ça a l'air d'être un personnage. Il l'était, acquiesça Margaret. Et Lucia, elle était pleine de vie, intelligente, curieuse de tout. C'était une petite fashionista, même à 8 ans, toujours soucieuse de son apparence et de ses vêtements. C'est pour ça qu'elle aimait tant ce sac bleu, demanda Reed en désignant le sac à main sur les genoux de Margaret. Oui, répondit Margaret en caressant la surface en vinyle. Elle a économisé son argent de poche pendant des semaines pour l'acheter. Il faisait partie de la collection d'accessoires Barbie, une édition limitée. Margaret fouilla dans son sac et en sortit une vieille photo. On y voyait Jim et Lucia debout devant la Cadillac rouge. Jim entourait les épaules de sa fille, sa moustache proéminente surplombant son large sourire. Lucia rayonnait devant l'objectif, sa tenue rose contrastant avec la peinture rouge cramoisie de la voiture. Ce sont eux, dit Margaret en tendant la photo à Reed. Elle a été prise environ un mois avant leur disparition. Reed jeta à peine un coup d'œil à la photo avant de reporter son regard sur la route. Une belle famille, commenta-t-il. Il lui manquait 2 dents du haut. Il inspira profondément, comme s'il savourait cette pensée. Ce t-shirt rose arc-en-ciel. Margaret se figea, son regard se fixant sur le visage de Reed. Il avait à peine jeté un coup d'œil à la photo pas assez longtemps pour remarquer des détails aussi précis et elle n'avait pas mentionné que l'arc-en-ciel était sur le t-shirt de Lucia ni que c'était ses dents du haut qui manquaient.
Sur la banquette arrière, Doris était complètement immobile, Margaret sentait le regard de sa fille scruter l'arrière de la tête de Reed. Oui, dit prudemment Margaret en remettant la photo dans son sac à main, les mains tremblantes. C'est exact. Le reste du trajet se déroula dans un silence gênant. Margaret remarqua que Reed la regardait fréquemment dans le rétroviseur, même si chaque fois qu'elle levait les yeux, son regard se reportait sur la route. Elle ne savait pas s'il la regardait, elle ou le sac bleu qu'elle tenait. Lorsqu'ils arrivèrent enfin chez Margaret à North Austin, le soulagement était palpable. Reed s'arrêta au bord du trottoir et gara le camion. « Nous y sommes, sains et saufs, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Merci encore, » dit Margaret d'une voix soigneusement neutre en ouvrant la porte. « Pour tout. »« Avec plaisir, » répondit Reed. « N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'autre chose. Je suis dans le livre sous le nom de Reed Carraway. » Doris était déjà descendue de la banquette arrière et attendait sur le trottoir. Margaret la rejoignit, et elles regardèrent Reed s'éloigner, son camion disparaissant au coin de la rue. Sans un mot, ils remontèrent précipitamment l'allée menant à la maison. Les mains de Margaret tremblaient lorsqu'elle déverrouilla la porte, et une fois à l'intérieur, elle la verrouilla rapidement derrière eux, faisant coulisser le peine dormant. « Tu as entendu ce qu'il a dit dans la voiture ?» demanda aussitôt Doris, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, malgré le fait qu'ils étaient seuls. « À propos des dents de Lucia et du t-shirt arc-en-ciel ?» Margaret hocha la tête et s'enfonça dans le fauteuil le plus proche, son sac bleu toujours serré dans ses mains. Il n'aurait pas pu voir ces détails en regardant la photo en conduisant. Doris se pencha en avant, les yeux écarquillés. « Margaret, est-il possible que Reed ait connu Lucia ou Jim, qu'il cache quelque chose ?»« Maman, c'est une terrible accusation, » dit Margaret d'un ton sans conviction. « Nous n'avons aucune preuve. »« Peut-être qu'il avait un regard perçant, » répondit Doris. « Certaines personnes ont une mémoire photographique. » Elles restèrent silencieuses. Margaret baissa les yeux sur le sac à main, le retournant entre ses mains. « Si c'était vraiment le sac de Lucia, il y aurait son nom dessus, » dit-elle lentement. « Tu te souviens ? J'écrivais son nom au marqueur indélébile sur toutes ses affaires pour éviter qu'elle ne soit échangée avec ses amis. »« Je m'en souviens, » acquiesça Doris. Elle était très en colère quand j'ai voulu écrire son nom sur ce sac à main. Margaret poursuivit, un sourire lointain effleurant ses lèvres à ce souvenir, « Nous avons donc décidé de coller un autocollant à l'intérieur pour l'identifier. » Elle leva les yeux vers sa mère. En plus, ce type de sac était très populaire à l'époque. Je lui ai acheté le pack d'accessoires Mattel Barbie en édition limitée. Nous avons vu d'autres enfants de son âge porter des sacs similaires, mais de couleurs différentes. Il y avait même d'autres marques qui fabriquaient des modèles similaires et les vendaient dans les grands magasins. Doris hocha la tête, mais son expression resta troublée. C'est quand même beaucoup de coïncidences, tu ne trouves pas? Margaret se tut, caressant du doigt les coutures du sac. La matière lui semblait parfaite exactement comme celle de Lucia dans ses souvenirs et l'étiquette blanche à l'intérieur portait une inscription mystérieusement effacée. Allons chez un antiquaire, dit soudain Doris. Qu'un expert examine ce sac. Si c'est vraiment une pièce vintage des années 80, ils pourront nous le dire et nous irons à la police. Margaret réfléchit un instant, puis hocha la tête d'un air décidé. Tu as raison. Demandons l'avis d'un expert. Si c'est vraiment de la collection Mattel en édition limitée, quelqu'un qui connaît les objets vintage pourrait le confirmer. Elle se leva de sa chaise, son sac bleu toujours à la main. Je vais chercher les clés de la voiture. Il y a ce magasin d'antiquités sur Burnett Road. Si on se dépêche, on peut y arriver avant la fermeture. Doris se leva également, son épuisement passé oublié face à cette nouvelle piste. Allons-y. Il faut qu'on sache à quoi on a affaire. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Margaret serrait fermement son sac à main bleu. Bientôt, sa berline quitta l'allée et s'enfonça dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. Elle serrait fermement le volant tandis que Doris était assise à côté d'elle, le sac bleu bien calé sur ses genoux.
Bernet Antique devrait encore être ouvert, dit Margaret en consultant sa montre. M. Keller a toujours été un expert en objets de collection vintage. La circulation était calme tandis qu'elle traversait la ville, aucune des deux femmes ne parlant beaucoup. Le poids des découvertes de la journée pesait lourd sur elle, d'abord la Cadillac écrasée de Jim, et maintenant ce sac à main qui ressemblait tantôt bien le plus précieux de Lucia. « Tu crois vraiment que ça pourrait être le sac de Lucia ?» demanda doucement Doris en caressant la bordure blanche du bout des doigts. Margaret gardait les yeux rivés sur la route. « Je ne sais plus quoi penser, maman. Si c'était celui de Lucia, et que Reed mentait, pourquoi l'aurait-il gardé toutes ces années ?» Ils se garèrent sur le petit parking de Bernet Antique, une modeste boutique coincée entre une boulangerie et une quincaillerie. Une cloche tinta lorsqu'ils ouvrirent la porte, et une odeur de vieux livret de cirage les enveloppa. La boutique était encombrée mais bien rangée, avec des vitrines contenant des bijoux et de petits objets de collection, tandis que des vitrines plus grandes. Des meubles étaient disposés un peu partout dans l'espace ouvert. Un homme d'une soixantaine d'années leva les yeux de derrière le comptoir, souriant en signe de reconnaissance. Madame Elbrook, Madame Barrett, les salua-t-il. Quelle agréable surprise. Que puis-je vous apporter aujourd'hui, mesdames? Bonjour, monsieur Keller, répondit Margaret. Nous espérions que vous pourriez nous parler de ce sac à main. Elle fit un geste vers Doris, qui déposa le sac bleu sur le comptoir. Monsieur Keller ajusta ses lunettes et baissa les yeux. Une pièce intéressante, un accessoire pour enfants, du début des années 1980, si je ne me trompe. Il le retourna dans ses mains. Mais ce n'est pas vraiment ma spécialité. Je vais appeler Robert, du fond. Il est bien plus doué avec ce genre d'objet. Il disparut par une porte à rideaux, revenant un instant plus tard avec un homme plus jeune, la quarantaine, aux cheveux poivre et sel et portant des lunettes à monture métallique. Voici Robert, expliqua monsieur Keller. C'est notre spécialiste des jouets et objets de collection vintage. Sa femme est une grande collectionneuse de Barbie, alors si quelqu'un peut identifier cette pièce avec précision, c'est bien lui. Mesdames, dit Robert d'un hochement de tête. Voyons ce que vous avez apporté. Il prit le sac et le porta vers un coin plus éclairé du comptoir. D'une main experte, il examina le tissu, les coutures et la quincaillerie du fermoir. Il l'ouvrit et en inspecta l'intérieur, ses doigts suivant les coutures. Puis-je vous demander ce que vous aimeriez savoir précisément sur cet objet, demanda-t-il en levant les yeux vers Margaret et Doris. Nous aimerions confirmer s'il s'agit d'un produit Mattel original de leur gamme d'accessoires Barbie en édition limitée du début des années 1980, a expliqué Margaret, et si possible, l'année exacte de sa production. Robert hocha la tête et reporta son attention sur le sac. Il sortit une boucle de bijoutier de sa poche et examina les coutures de plus près. La qualité du vinyle et le motif des coutures sont conformes aux standards de production de Mattel de l'époque, a-t-il déclaré. La couleur bleue spécifique faisait partie de leur collection Barbie World, si je me souviens bien. Il poursuivit son examen, vérifiant la fermeture éclair et ses ferrures. La tirette a la forme caractéristique de Mattel de cette époque. Il prit son téléphone. Laisse-moi appeler ma femme rapidement. Elle aura des détails plus précis. Alors que Robert s'éloignait pour passer l'appel, Margaret et Doris échangèrent des regards pleins d'espoir. Il semble penser que c'est authentique, murmura Doris. Mais ça ne prouve pas que c'est celui de Lucia, prévint Margaret. Juste qu'il date de la bonne époque. Robert revint quelques minutes plus tard, posant son téléphone. Ma femme confirme que ce modèle provient très certainement de la collection d'accessoires Barbie de Mattel, plus précisément de leur édition limitée de 1983 à 1984. Ils n'ont produit cette nuance de bleu que pendant environ 8 mois. Il porta son attention sur l'étiquette blanche à l'intérieur du sac. C'est intéressant, cependant, dit-il en fronçant légèrement les sourcils. L'étiquette d'identification a été altérée. Trafiquée ? Margaret se pencha plus près. Robert hocha la tête et désigna l'étiquette avec un stylo.
Vous voyez comme le tissu est légèrement froncé sur les bords, et cette décoloration ici? Il indiqua plusieurs taches sur le petit ruban blanc. Il semble que quelqu'un ait délibérément effacé l'impression, probablement par traitement thermique, sans doute avec un fer à repasser. Il tourna l'étiquette vers la lumière. On voit encore l'endroit où se trouvait l'encre. La chaleur a affaibli et plastifié la surface de l'étiquette. Elle ne sent plus le polyester brûlé, mais les dommages sont caractéristiques d'une application de chaleur. Il a pointé du doigt le tissu environnant. On constate également une légère usure physique, des signes de dommages sur la doublure autour de l'étiquette, également compatible avec un traitement thermique. Quelqu'un a délibérément tenté de supprimer les informations d'identification imprimées ici. Le cœur de Margaret battait fort. Serait-ce dû à une disparition naturelle du temps? Robert secoua la tête. Non. La décoloration naturelle affecterait uniformément toute l'étiquette. Cela montre des dommages concentrés, précisément là où l'impression aurait dû se trouver. Il les regarda avec curiosité. Si vous permettez que je vous pose la question, pourquoi ce sac est-il si important? Margaret hésita, puis se décida à dire une vérité partielle. Il ressemble beaucoup à celui que ma fille avait il y a de nombreuses années. J'étais curieuse de savoir s'il pouvait s'agir du même modèle. Robert hocha la tête, apparemment satisfait de l'explication. Eh bien, je peux vous dire avec certitude qu'il s'agit d'un produit Mattel original de leur gamme 1983 à 1984. Ma femme se fera un plaisir de vous donner plus de détails si vous souhaitez me l'apporter lors de sa visite. Merci, dit Margaret d'une voix légèrement tremblante. Vous m'avez été d'une aide précieuse. Robert lui rendit prudemment le sac. A-t-il autre chose que tu aimerais savoir à ce sujet? Non, c'est tout ce qu'il nous fallait, répondit Doris en attrapant son sac à main. Que vous doit-on pour votre temps? Robert a balayé la suggestion d'un revers de la main. Rien du tout. Je suis toujours ravi d'aider à identifier une pièce vintage. Ils remercièrent les deux hommes et retournèrent à la voiture. Une fois à l'intérieur, porte fermée, Doris se tourna vers Margaret, l'air grave. Margaret, quelqu'un a délibérément retiré la pièce d'identité de ce sac, dit-elle doucement. Margaret fixa le sac à main sur ses genoux, ses doigts traçant le contour de l'étiquette abîmée par la chaleur. Je sais. Il faut porter l'affaire à la police, dit Doris fermement. Ils doivent être informés du lien entre Reed, la voiture de Jim et ce sac. Margaret hocha lentement la tête. Tu as raison. Même si ce n'est pas celui de Lucia, même si la fille de Reed l'a vraiment accepté d'une camarade de classe, la police devrait le savoir. Elle démarra la voiture, les mains plus assurées maintenant qu'ils avaient un plan. On va directement au commissariat. L'inspecteur Reyes devrait encore y être. Alors qu'ils quittaient le parking, le sac bleu reposait entre eux. L'esprit de Margaret se remplissait de questions sur Reed Carraway et son lien avec la disparition de sa famille, questions auxquelles elle espérait que la police pourrait enfin répondre. Il n'avait parcouru que quelques pâtés de maison depuis le magasin d'antiquités lorsque Margaret remarqua le voyant de frein allumé sur son tableau de bord. La voiture se mit à trembler légèrement et elle fronça les sourcils. C'est étrange, murmura-t-elle en tapotant la pédale de frein pour tester sa réaction. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Doris en levant les yeux du sac à main bleu qu'elle examinait. Je ne sais pas. Le feu stop vient de s'allumer. Margaret appuya de nouveau sur la pédale, qui, cette fois, s'enfonça presque à fond. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. La voiture commença à perdre de la puissance à l'approche d'une intersection. Margaret mit rapidement son clignotant et se gara sur le bord de la route avant que le véhicule ne cale complètement. Elle mit le contact, coupa le contact et tenta de le redémarrer. Le moteur crachotait, mais ne démarrait pas. Cela n'était jamais arrivé auparavant, dit Margaret, perplexe. Elle sortit de la voiture, fit le tour et ouvrit le capot. Aucune vapeur ne sortait, et rien ne semblait anormal à son œil non averti. Mais elle savait que quelque chose de grave s'était produit. On appelle une dépanneuse, demanda Doris en rejoignant sa fille à l'avant de la voiture.
Je suppose qu'il le faudra, répondit Margaret en attrapant son téléphone portable. Autant pour le commissariat ce soir. Alors qu'elle s'apprêtait à composer le numéro, un pick-up s'est arrêté derrière eux. L'estomac de Margaret se serra en reconnaissant Reed Carraway qui sortait du côté conducteur. Un deuxième homme, plus grand et plus costaud, sortit par la portière passager. « Margaret ?» Doris, appela Reed en s'approchant d'eux d'un air inquiet. « Tout va bien ? Je passais juste devant et je vous ai vu garer. » Margaret força un sourire, même si le malaise la tenaillait. « Quelle coïncidence ! On a un problème de voiture. » Le feu stop s'est allumé, et la voiture a tout simplement perdu de la puissance. Reed et son ami se sont déplacés vers l'avant de la voiture, regardant sous le capot. « Voici mon pote Jason, » dit Reed en désignant l'autre homme. Il est plutôt doué en voiture. Jason leur fit un signe de tête avant de se pencher pour examiner le moteur. Que s'est-il passé exactement? Margaret répéta les symptômes tandis que Jason palpait divers composants. Au bout de quelques minutes, il se redressa et s'essuya les mains sur son jean. « On dirait que votre conduite de frein fuit, » dit-il. « Et cela a peut-être aussi affecté votre transmission. Ce n'est pas prudent de conduire dans ces conditions. »« Peux-tu le réparer ici ?» demanda Margaret. Jason secoua la tête. « Non, il faut des outils adaptés, et des pièces aussi, probablement. » Reed s'avança. « Où allais-tu ? On pourrait peut-être te déposer. » « En fait, nous allions au poste de police, » dit Doris en serrant fermement son sac à main. « Le commissariat ?» Reed haussa les sourcils. « Oui, juste une petite question concernant la voiture de Jim, » dit Margaret d'un ton vague, réticente à mentionner le sac à main. « Eh bien, je peux appeler une dépanneuse et amener ta voiture à la casse, » proposa Reed. « On a tous les outils là-bas, et je peux la réparer pour toi au probablement moins cher qu'un garage classique, en plus. » « C'est très gentil, » commença Margaret. « Mais j'aimerais d'abord aller au commissariat. » Doris l'interrompit fermement. « On s'occupera de la voiture après. » Reed et Jason échangèrent un rapide regard que Margaret manqua presque. « Maman ?» commença Margaret en touchant le bras de Doris. « Il serait peut-être plus judicieux de s'occuper de la voiture d'abord. On peut toujours appeler l'inspecteur Reyes de la casse si besoin. » Margaret a raison, dit Reed d'une voix douce. Ça ne sert à rien de laisser la voiture ici toute la nuit. Je vais appeler un camion de l'entreprise d'un ami, et on s'occupera de ça. Avant que l'une ou l'autre des femmes ne puisse protester davantage, Reed avait sorti son téléphone et passé un appel. Ils seront là dans une dizaine de minutes, annonça-t-il après une brève conversation. Les minutes suivantes s'écoulèrent dans un silence gêné. Margaret sentait la désapprobation de Doris irradier autour d'elle, et elle comprenait l'hostilité soudaine de sa mère envers Reed. Certes, les coïncidences étaient troublantes, mais Reed n'avait été que d'une grande aide depuis leur rencontre et peut-être pourrait-il aussi expliquer l'histoire du sac à la police. La dépanneuse arriva exactement au moment prévu par Reed, arborant un autre logo d'entreprise. Le chauffeur, un homme costaud aux avant-bras tatoués, parla à peine en attelant la voiture de Margaret. « Tout est prêt, » dit Reed tandis que la dépanneuse s'éloignait avec la berline de Margaret. « Mesdames, vous pouvez nous accompagner à la casse. On va réparer cette voiture en un rien de temps. » Margaret et Doris hésitaient près du pick-up de Reed. Doris s'attarda près du pare-chocs arrière, les yeux plissés, examinant la plaque d'immatriculation. « Tu viens ?» appela Reed, déjà assis au volant, son grand ami à ses côtés. « Oui, bien sûr, » répondit Margaret en ouvrant la portière du passager. Doris resta où elle était, fixant le numéro de plaque d'immatriculation. « Maman » appela Margaret. Visiblement réticente, Doris s'approcha enfin du camion. En grimpant à l'arrière, elle murmura à l'oreille de Margaret, « Je n'aime pas cette idée. J'ai un mauvais pressentiment. Nous aurions dû appeler la police à l'aide. » Margaret tapota la main de sa mère pour la rassurer, mais une lueur de doute s'alluma dans son esprit.
Pourquoi Reed était-il apparu si opportunément au moment où leur voiture tombait en panne? Et pourquoi insistait-il tant pour les emmener à la casse? En fait, Reed, j'ai changé d'avis, dit-elle. Ce serait plus pratique si tu pouvais nous déposer au commissariat plutôt que de retourner à la casse. Bien sûr, répondit Reed. Tandis que Reed sillonnait des rues inconnues, Margaret remarqua Doris, penchée sur la banquette arrière, les mains cachées sur ses genoux. Elle envoyait discrètement des textos sur son téléphone, cachant l'écran. Après environ 15 minutes de route, Margaret fronça les sourcils et regarda par la fenêtre un environnement inconnu. Reed, ça ne semble pas être le chemin pour aller au poste de police. Je prends un raccourci, répondit-il sans croiser son regard dans le rétroviseur. Il y a moins de circulation par ici. Jason, resté silencieux jusqu'à présent, se retourna pour les regarder. Son expression s'était durcie, toute amitié passée avait disparu. Reed, dit Doris sèchement, où nous emmènes-tu? Ce n'est pas le bon chemin. Les mains de Reed se crispèrent sur le volant, ses jointures blanchissant. Changement de programme, dit-il d'une voix soudain froide. Margaret sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que veux-tu dire? Au lieu de répondre, Jason tendit la main sous son siège et en sortit un petit pistolet équipé d'un silencieux. Il sortit également 2 paires de menottes. Mettez-les, ordonna-t-il en tendant les menottes à Margaret et Doris. Toutes les deux, maintenant. Margaret fixa l'arme, stupéfaite. Reed, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Mettez les menottes, répéta Jason d'une voix plus dure cette fois. Comme ils hésitaient, il cria soudain, maintenant. Mettez-les, ou je tire. Son agressivité soudaine les terrifia tous deux. D'une main tremblante, Margaret prit les menottes en métal froid et en attacha une extrémité autour de son poignet droit, puis l'autre autour de son poignet gauche. À côté d'elle, Doris fit de même. Jason se pencha alors en arrière et vérifia brutalement que les menottes étaient bien serrées. Satisfait, il sortit 2 mouchoirs propres de sa poche, les fit une boule et en fourra un dans la bouche de Margaret, puis dans celle de Doris. Ce sac bleu, dit Jason en tendant la main et en l'arrachant des genoux de Doris. Il n'est plus à toi. Il poussa violemment les 2 femmes, forçant Margaret à s'affaler sur le siège arrière tandis que Doris était projetée de côté sur la banquette. Le regard de Reed croisa celui de Margaret dans le rétroviseur, toute amitié apparente s'était envolée. Tais-toi, dit-il froidement, ou tu ne reverras plus jamais la lumière du jour. Alors que le camion poursuivait sa route de plus en plus rurale, la terreur envahissait l'esprit de Margaret. Le sac à main bleu avait été suffisamment important pour Reed pour qu'il soit prêt à les kidnapper. Quel que soit le lien avec Lucia et Jim, Reed tenait visiblement à garder cette information secrète. Malgré sa peur, Margaret attira le regard de Doris. L'expression de sa mère transmettait un message clair, j'ai envoyé un message à quelqu'un. Il y a de l'espoir. Reed s'engagea sur un étroit chemin de terre, les arbres se refermant sur eux tandis qu'il quittait la civilisation. Margaret ferma brièvement les yeux, priant pour que la personne contactée par Doris les retrouve avant qu'il ne soit trop tard. Le chemin de terre serpentait à travers une épaisse forêt de cèdres sur plusieurs kilomètres avant de déboucher sur une clairière. Dans la lumière déclinante du début de soirée, Margaret distinguait une ferme délabrée, dont la peinture blanche s'écaillait et dont le porche s'affaissait. Non loin se trouvait une caravane délabrée, dont la carrosserie autrefois blanche était devenue d'un gris terne. Aucun autre véhicule n'était visible, et la propriété semblait isolée des fermes voisines. Reed gara le camion à une 50aine de mètres de la maison et coupa le moteur. Jason garda son arme pointée sur Margaret et Doris tandis que Reed faisait demi-tour pour ouvrir la porte arrière. « Sors !» ordonna-t-il brutalement en tirant Margaret du plancher du camion. Doris la suivit, les jambes tremblantes après avoir été coincées sur la banquette arrière. Les mains menottées et le bâillon toujours dans la bouche, les femmes étaient impuissantes tandis que Reed et Jason les conduisaient vers la ferme. En passant devant la caravane, Margaret remarqua qu'elle oscillait fortement, comme si quelqu'un à l'intérieur bougeait violemment. Reed donna un coup de coude à Jason en ricanant. «
On dirait que le patron s'amuse bien là-dedans, dit-il en désignant la caravane tremblante. Jason rit. Ouais. On devrait attendre qu'il ait fini avant de lui donner un nouveau casse-tête. Il poussa Margaret en avant. Ces deux femmes vont nous causer des ennuis. Ils continuèrent jusqu'à la ferme, gravissant les marches grinçantes jusqu'au porche. Reed poussa la porte d'entrée, révélant un intérieur sombre qui sentait le moisi et la fumée de cigarettes. Ils furent guidés à travers un salon encombré et un couloir menant à ce qui semblait être un bureau. Un bureau avec un vieil ordinateur et un téléphone trônait dans un coin, tandis que des classeurs s'alignaient sur le mur opposé. Un homme âgé aux cheveux grisonnants était assis sur une chaise près de la fenêtre, lisant un journal. Il leva les yeux à leur entrée, le visage buriné et impassible. « Surveille-les tous les deux », lui ordonna Reed tandis que Jason retirait les bâillons de Margaret et Doris. « On va manger quelque chose avant que le patron ait fini. » L'homme le plus âgé hocha la tête et mit son journal de côté. « Ne parle pas aux prisonniers », ajouta Jason sèchement. « Comme d'habitude. » Reed sortit une chaîne qu'il utilisa pour attacher les menottes de Margaret et Doris à un lourd radiateur métallique dans un coin de la pièce. Une fois convaincus qu'elle ne pouvait pas s'échapper, lui et Jason partirent en fermant la porte derrière eux. Dès qu'ils furent seuls avec l'homme âgé, Margaret commença à supplier. « S'il vous plaît, aidez-nous. Nous n'avons rien fait de mal. Ma fille est inspectrice de police, elle nous retrouvera. » Doris ajouta désespérément, « Si vous nous aidez maintenant, ils seront plus indulgents avec vous. » L'homme le plus âgé resta silencieux, reprenant son journal mais sans vraiment le lire. « S'il vous plaît, » continua Margaret d'une voix brisée, « nous essayons simplement de retrouver ma fille et mon mari. Ils ont disparu il y a 16 ans. » Pendant plusieurs minutes, ils appelèrent à l'aide et expliquèrent leur situation. Le vieil homme les ignora, jetant de temps en temps des coups d'œil vers la porte, comme s'il craignait d'être entendu. Finalement, après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit. Le vieil homme se leva vivement, l'air alarmé mais il était seul à revenir dans la pièce. Il s'approcha d'eux, l'air sévère. « Tais-toi, siffla-t-il durement, ou ils te feront du mal. Tu ne sais pas de quoi ils sont capables. »« S'il vous plaît, » dit doucement Doris, « je m'appelle Doris Barrett et voici ma fille, Margaret Albrook. Nous recherchons ma petite fille, Lucia Albrook. Elle n'avait que 8 ans lorsqu'elle a disparu avec son père, il y a 16 ans. Si elle est ici, merci de nous le faire savoir. » Le vieil homme les observa d'un regard dur, l'air indéchiffrable. Puis il jeta un coup d'œil vers le couloir, guettant le moindre signe de retour de Reed ou de Jason. Apparemment satisfait d'être seul, son visage s'adoucit presque imperceptiblement. « Ici, on l'appelle Samantha, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais je savais qu'elle s'appelait Lucia, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait avant de changer de nom il y a 4 ans. » Margaret halta, les genoux presque défaillants. « Elle est là. Ma Lucia est là. » Le vieil homme hocha brièvement la tête. « Parle moins fort, » prévint-il. « S'il vous plaît, aidez-nous, » supplia Margaret, les larmes aux yeux. « Vous n'êtes pas comme ces gens-là. Je vois que vous êtes quelqu'un de bien. Tu peux être un homme mort pour avoir été un homme bon maintenant, » répondit-il d'un ton sombre. « Messieurs, » dit Doris doucement mais avec urgence, « nous ne vivrons pas éternellement. Bientôt, nous mourrons et vivrons dans un monde différent, selon nos actes. Aidez-nous, s'il vous plaît. » L'homme semblait se débattre avec lui-même, le conflit se lisant sur son visage ridé. Puis ils entendirent des pas dans le couloir, et Doris murmura, « S'il vous plaît, encore une fois. » Le vieil homme expira lourdement, comme s'il prenait une décision capitale. « Je fais ça pour Samantha, » murmura-t-il en sortant un téléphone portable de sa poche. Les doigts tremblants, il composa rapidement le 911, murmura l'adresse de la ferme et raccrocha, remettant le téléphone dans sa poche juste au moment où la porte s'ouvrait. 3 hommes entrèrent dans la pièce, Reed, Jason et un homme corpulent et musclé, vêtu seulement d'un débardeur blanc sale et d'un caleçon. Ses jambes nues étaient couvertes de poils épais et ses bras arboraient des tatouages décolorés. Margaret se sentit mal rien qu'à le regarder,
surtout lorsqu'elle réalisa qu'il s'agissait du patron dont Reed avait parlé. « Que fais-tu ici, Micah » demanda le chef d'une voix rauque. « Tu n'es pas censé être avec les prisonniers. » Micah recula d'un pas, le visage soudain empreint de peur. « Ces femmes étaient bruyantes, mon frère. Je leur disais juste de se taire. »« C'est tout ?» Le patron l'observa avec suspicion, les yeux plissés. « Fouillez-le » ordonna-t-il à Reed et Jason. « Si vous trouvez quelque chose, occupez-vous de lui. » Il fixa Reed d'un regard entendu. « Vous pouvez faire ça ?» Reed hocha la tête sans hésiter. « Oui, patron. » Reed et Micah quittèrent la pièce, laissant Margaret, Doris et le patron seuls avec Jason. L'homme imposant s'approcha lentement d'eux, son regard parcourant leur corps d'une manière qui donna la chair de poule à Margaret. « Alors, dit-il, sa voix chargée de quelque chose qui retourna l'estomac de Margaret, Red me dit que tu es là pour Samantha. » Il tendit la main et toucha les cheveux de Margaret, puis se pencha pour les sentir. « J'aime aussi les femmes plus âgées, pas seulement les jeunes. » Margaret se recula brusquement, ses menottes claquant contre le radiateur. « Rendez-la-nous » exigea-t-elle, rassemblant un courage qu'elle ignorait posséder. Le patron rit d'un rire grave et dérangeant. « C'est impossible. Mais je vais te dire ce que je peux faire. » Il se tourna vers Jason. « Fais-les entrer. » Jason hocha la tête et quitta la pièce, revenant quelques instants plus tard avec 3 femmes. Elles semblaient avoir une vingtaine d'années, toutes de corpulence similaire et de longs cheveux bruns. Elles se tenaient debout, la tête baissée, sans croiser le regard de qui que ce soit. « Voici le jeu » annonça le patron, visiblement amusé. « Choisissez laquelle est Samantha. Interdiction de discuter. Vous devez tous les deux pointer du doigt en même temps, et si vous réussissez, je vous laisse juste la voir, remarquez. » Il sourit, révélant des dents jaunies. Margaret et Doris observèrent les 3 femmes avec désespoir. Elles avaient toutes la même couleur de cheveux que Lucia, même si elles étaient maintenant adultes et non plus la fillette de 8 ans que Margaret avait vue pour la dernière fois. Margaret scruta leur visage à la recherche d'un indice de l'enfant qu'elle avait perdu, d'un écho de la fille qu'elle avait élevée. Une femme, debout légèrement à gauche, avait une petite cicatrice près du sourcil droit, identique à celle que Lucia s'était faite en tombant de vélo à l'âge de 6 ans. Le cœur de Margaret battait fort tandis qu'elle levait ses mains menottées pour pointer du doigt. « 1, 2, 3, point » cria le patron. Margaret et Doris désignèrent toutes deux la même femme, celle avec la petite cicatrice. Le rire du patron emplit la pièce. « Eh bien, je vais être damné. On se reconnaît vraiment dans une famille, non ?» Il fit un geste vers les 2 autres femmes. « Emmenez-les toutes les 2. » Jason les a escortées dehors, laissant le patron, Margaret, Doris et la femme qu'ils avaient identifiée comme Lucia, Samantha, dans la pièce. « Lucia » murmura Margaret d'une voix brisée. « Ma chérie, c'est vraiment toi. » La jeune femme ne répondit pas, ni même leva les yeux. Son expression restait vide, son regard lointain, comme si elle s'était retirée au plus profond d'elle-même. « Maintenant, place aux choses sérieuses, » dit le patron d'une voix menaçante. « Samantha, déshabille-toi. » Margaret et Doris haltèrent d'horreur. « Non » s'écria Margaret. « S'il vous plaît, ne lui faites pas ça. Laissez-la tranquille. » Le patron les ignora, se concentrant sur Samantha. « J'ai dit, déshabille-toi, tout de suite. » À la grande horreur de Margaret, Samantha commença à obéir, ses mouvements étant mécaniques, son expression toujours vide. Elle ne manifesta aucune émotion, aucune résistance, comme si elle avait déjà accompli cet acte d'innombrables fois. « C'est tout » l'encouragea le patron, puis il leva soudain la main. « Attends, j'ai une meilleure idée. » Il se tourna vers Margaret avec un sourire cruel. « Plus de parfum, ce serait bien. » Il s'approcha de Margaret, déverrouilla la chaîne du radiateur, bien qu'il lui ait laissé les menottes, l'attrapa brutalement par le bras et la traîna au centre de la pièce, la positionnant entre Doris et Samantha. « J'aime aussi les femmes plus âgées, »
répéta-t-il en caressant la joue de Margaret d'un doigt épais. Samantha, déshabille-la pour moi. Non, s'exclama Margaret en regardant la jeune femme avec désespoir. Lucia, je suis ta mère. Samantha hésita, une lueur dans les yeux, mais son visage resta impassible tandis qu'elle s'approchait de Margaret. Celle-ci tenta de reculer, mais le patron la maintint fermement. J'aime jouer avec mes proies avant de les dévorer, dit-il en riant tandis que Margaret luttait contre son emprise. D'un geste violent et soudain, il déchira le chemisier de Margaret à l'épaule, exposant sa peau. Margaret poussa un cri de terreur plus que de douleur lorsque les mains du patron commencèrent à parcourir son corps. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement et Reed se précipita à l'intérieur, le visage pâle. « Patron, la police est dehors !» Le patron se figea, son expression passant instantanément de la convoitise à la fureur. Il repoussa Margaret et... Ils ont encerclé l'endroit. Comment diable nous ont-ils trouvés, rapporta Reed, la voix étranglée par la peur. Le patron jura violemment, puis se tourna vers Reed. Et ces deux-là, vite, ordonna-t-il en désignant Margaret et Doris. On s'enfuira par l'arrière. Reed hésita. Il n'y a pas d'issue, patron. Ils ont tout le périmètre sous contrôle. Furieux, le patron saisit le pistolet accroché à la ceinture de Reed. Alors je le ferai moi-même, grogna-t-il en pointant l'arme sur Margaret, figée au milieu de la pièce. Avant qu'il puisse appuyer sur la détente, Micah fit irruption dans l'embrasure de la porte et bondit devant Margaret. Deux coups de feu retentirent coup sur coup, et Micah s'écroula au sol, le sang ruisselant sur sa chemise. Le chef tenta de tirer à nouveau, mais le pistolet claqua et se vidait de sa charge. « Bon sang, rugit-il en jetant l'arme. Donne-m'en une autre. » Avant que quiconque puisse bouger, un bruit de bois qui éclatait résonna dans la ferme, suivi de cris de « Police !» Lâchez vos armes. En quelques secondes, des policiers armés envahirent la pièce, leurs armes pointées sur Reed, Jason et le patron. Jason leva aussitôt les mains en signe de reddition, tout comme Reed. Le chef, cependant, se précipita vers l'agent le plus proche. Un coup de feu retentit et le chef recula en titubant, se tenant la cuisse à l'endroit où la balle avait frappé. Au lieu de tomber, il éclata d'un rire glacial et surexcité. « Sais-tu combien de balles j'ai reçues dans ma vie ?» lança-t-il, du sang coulant entre ses doigts. Un autre policier a tiré, l'atteignant à l'épaule. Cette fois, le patron est tombé à genoux, le visage crispé par la douleur, mais toujours provocateur. Tandis que les policiers sécurisaient les lieux et menottaient les trois hommes, les ambulanciers se sont précipités auprès de Micah. Margaret, libérée de ses menottes par une policière, se dirigea immédiatement vers Samantha ou Lucia qui se tenait immobile dans le chaos, les yeux vides. « Lucia » murmura Margaret en tendant la main pour toucher le visage de sa fille. « C'est moi. C'est maman. » Il n'y avait aucune réponse, aucune reconnaissance dans ses yeux vides. Les horreurs endurées par Lucia ces 16 dernières années avaient laissé de profondes cicatrices, pas toutes visibles. Doris, elle aussi libérée de ses liens, les rejoignit, les larmes aux yeux, regardant sa petite fille. « Nous l'avons retrouvée, Margaret », sanglota-t-elle. « Nous l'avons enfin retrouvée. » Alors que les ambulanciers s'efforçaient de stabiliser Micah et que la police emmenait les criminels menottés, Margaret tenait sa fille près d'elle, jurant silencieusement que quoi qu'il en coûte, aussi long que cela puisse être, elle aiderait Lucia à retrouver son chemin hors de l'obscurité qui l'avait emportée. Les gyrophares des voitures de police et des ambulances ont illuminé la ferme d'une lumière alternée de rouge et de bleu. Les policiers ont investi la zone, sécurisant la scène et recueillant des preuves, tandis que les ambulanciers prenaient en charge les blessés et les personnes traumatisées. Margaret regarda, hébétée, Reed, Jason et celui qu'ils appelaient, le patron, être emmené hors de la ferme, menotté. Reed gardait la tête baissée, évitant tout contact visuel, tandis que Jason regardait droit devant lui, le visage impassible. Le patron, malgré ses blessures par balle, continuait de sourire et de rire tandis que les policiers le poussaient dans une voiture de police en attente. « Madame, il faut que nous vous examinions, »
dit une ambulancière en guidant doucement Margaret vers l'une des ambulances. Doris était déjà assise sur le pare-choc d'une autre ambulance, une couverture enroulée autour des épaules, tandis qu'un ambulancier examinait les écorchures sur ses poignets causées par les menottes. Margaret se laissa guider, sans quitter des yeux Samantha ou Lucia soignée par un autre ambulancier. Il l'avait enveloppée dans une épaisse couverture et elle était assise, immobile, sur un brancard, le regard perdu dans le vide. « Vous avez une petite lacération à l'épaule », dit l'ambulancier à Margaret en nettoyant la zone où le patron avait déchiré son chemisier. « Il n'y a pas besoin de point de suture, mais on devrait mettre un pansement pour éviter l'infection. » Margaret l'entendit à peine. « Ma fille, dit-elle d'une voix caverneuse. Est-ce qu'elle va bien ?» L'ambulancier suivit son regard. « Physiquement, elle ne semble pas blessée, dit-elle prudemment, mais elle ne répond pas aux questions. Le médecin voudra évaluer son traumatisme psychologique à notre arrivée à l'hôpital. » Margaret hocha la tête d'un air hébété tandis que le paramédical appliquait un bandage sur son épaule et l'enveloppait d'une couverture. De l'autre côté de la cour, Doris avait fini d'être examinée et se dirigeait vers eux, le visage tiré par l'épuisement mais les yeux alertes. « Comment va-t-elle » demanda Doris en désignant Lucia d'un signe de tête. « Sous le choc, » répondit Margaret, la voix brisée. « Elle ne nous reconnaît pas, maman. »« Laisse-lui le temps, » dit Doris en serrant le bras de Margaret. Elle a traversé tant d'épreuves. Une agitation près de la ferme attira leur attention. Les ambulanciers transportaient une civière vers une ambulance, celle de Micah, le vieil homme qui avait sauvé la vie de Margaret. Sa poitrine était couverte de bandages ensanglantés, et un ambulancier tenait une poche de perfusion au-dessus de lui pendant qu'ils avançaient. « Il faut partir immédiatement » a crié l'un des ambulanciers. « Il a perdu beaucoup de sang. Il faut extraire les balles. » Alors qu'il chargeait Micah dans l'ambulance, un jeune officier s'est approché de Margaret et Doris. « Les médecins veulent transporter votre fille à l'hôpital immédiatement, » a-t-il expliqué. « Elle doit être examinée par des spécialistes. Ils ont également recommandé un examen plus approfondi. »« Bien sûr, » dit Margaret, les yeux toujours fixés sur l'ambulance de Micah tandis que les portes se fermaient. « Cet homme, Micah, m'a sauvé la vie. Va-t-il s'en sortir ?» L'agent affichait une expression soigneusement neutre. « Ils font tout ce qu'ils peuvent pour lui. Il est conscient et fort, selon les médecins. » Alors qu'il se dirigeait vers l'ambulance où Lucia attendait, un autre ambulancier s'est approché d'eux. « Avant de partir, dit-il, je pensais que vous devriez le savoir. Micah a pu nous dire quelque chose pendant que nous le soignions. Il a dit qu'il s'appelait Micah Carroway et que Reed Carroway était son fils. » Margaret s'arrêta net. « Son fils ?» L'ambulancier hocha la tête. Il a aussi dit que Reed travaillait pour Charlie Carn, le costaud en débardeur. Apparemment, Carn est le demi-frère de Micah. Doris secoua la tête, incrédule. Ce pauvre homme, son propre fils l'a abandonné pour un monstre. Il faut y aller maintenant, dit l'ambulancier en les guidant vers l'ambulance. Les enquêteurs vous parleront à l'hôpital. Margaret et Doris montèrent dans l'ambulance aux côtés de Lucia, immobile et inerte, le regard fixé au loin. Alors que les portes se refermaient et que le véhicule commençait à avancer, Margaret tendit timidement la main pour toucher celle de sa fille. « Lucia, » murmura-t-elle. « Nous sommes là. Tu es en sécurité. » Il n'y eut aucune réponse, pas même une lueur de reconnaissance dans ses yeux vides. Margaret échangea un regard inquiet avec Doris, qui lui serra l'épaule pour la soutenir. Le trajet jusqu'à l'hôpital se déroula dans un vacarme de sirènes et de lumière. À leur arrivée, elles furent séparées, Lucia fut conduite dans une salle de soins pour une évaluation, tandis que Margaret et Doris furent conduites dans une autre zone pour des examens plus approfondis. Lorsque les médecins les eurent enfin autorisés, ils furent conduits dans une salle de consultation silencieuse pour attendre. Margaret s'affala dans un fauteuil, les événements de la journée la rattrapant d'un coup. « Je n'arrive pas à croire qu'on l'ait retrouvée, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Après toutes ces années. »« Je sais, » répondit Doris en s'asseyant à côté d'elle.
c'est un miracle, mais elle a traversé tant d'épreuves, Margaret. Quel homme horrible! Margaret ferma les yeux, essayant d'ignorer les images de ce qu'elles avaient vu à la ferme. Elles restèrent assises en silence pendant plusieurs minutes, chacune perdue dans ses pensées, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que l'inspectrice Reyes entre. « Madame Albrook, Madame Barrett, je suis ravi de voir que vous allez bien toutes les deux. Cette journée a été bouleversante pour toutes les personnes concernées. »« Avez-vous parlé à ma fille ?» demanda immédiatement Margaret. L'inspectrice Reyes secoua la tête. « Les médecins sont encore en train de l'examiner. Elle est physiquement indemne, mais ils s'inquiètent de son état psychologique. »« Et Mika ?» demanda Doris. « L'homme qui nous a sauvés. »« Il est en chirurgie », répondit l'inspecteur. Les médecins sont optimistes, cependant. Les balles ont manqué des organes vitaux. « Et les hommes qui nous ont enlevés ?» demanda Margaret, la voix durcie. « Reed et Charlie Carne, c'est ça ?» L'inspecteur Reyes hocha la tête. « Tous les trois sont en garde à vue. Nous avons récupéré le sac à main bleu comme preuve, et nous enquêtons sur le propriétaire de la casse pour déterminer s'il a un lien avec les activités de Reed. »« Est-ce que Reed ou Jason t'ont dit quelque chose ?» insista Doris à propos de Jim et Lucia, de ce qui s'était passé 16 ans plus tôt. « On est encore en train de reconstituer le tout, » dit prudemment l'inspecteur Reyes. Mais on a immédiatement reconnu Charlie Carne. C'est un tueur en série recherché qui échappe à la justice depuis des décennies. Il erre d'un endroit à l'autre sous différents pseudonymes, manipulant les gens et leur faisant du mal pour son propre plaisir. Elle hésita. Il retient souvent les jeunes femmes et les filles, les contrôlant par l'intimidation et les abus. Margaret se sentait physiquement malade à l'idée que sa fille soit entre les mains de ce monstre depuis 16 ans. « Comment Charlie a-t-il croisé Jim et Lucia ?» demanda-t-elle, redoutant la réponse, mais ayant besoin de savoir. « Reed s'est montré coopératif depuis son arrestation », a expliqué l'inspecteur Reyes. « Il a dit que son heure était enfin arrivée, il les croyait presque invisibles. Il nous a dit qu'il avait 10 ans quand c'est arrivé. Il était avec Charlie, son oncle par alliance, qu'il idolâtrait. Charlie se présentait comme un homme fort, contrairement à Mika, son père, que Reed considérait comme faible et pauvre. » L'inspectrice marqua une pause, vérifiant ses notes. « D'après Reed, ils étaient près de Marble Falls lorsqu'ils ont aperçu la Cadillac de votre mari. Ils ont prétendu être des autostoppeurs en quête d'aide. Jim s'est arrêté et leur a proposé de les emmener, et Charlie a prétendu que Reed était son fils et qu'il ne se sentait pas bien. Jim les a même hébergés dans une chambre voisine de leur motel à l'anneau. » Margaret porta la main à sa bouche, les larmes aux yeux. Cela ressemblait exactement à ce que Jim aurait fait, toujours prêt à aider les autres, toujours confiant. Cette nuit-là, poursuivit doucement l'inspecteur Reyes, Charlie a drogué la boisson de Jim après qu'ils eurent passé la soirée dans un restaurant du coin. Une fois Lucien endormi, il a étranglé Jim dans la salle de bain du motel. Doris poussa un petit cri d'angoisse et Margaret lui prit la main et la serra fort. Tandis que l'inspecteur poursuivait son enquête, Charlie mit en scène la scène pour faire croire que Jim était parti volontairement. Il emmena Lucia, lui annonçant que son père était blessé et transporté à l'hôpital. Ils partirent dans un véhicule que Charlie avait caché à proximité. Au fil du temps, il a manipulé Lucia en lui faisant croire que sa mère avait également disparu. À l'aide de faux documents et de déménagements constants, il l'a cachée, la changeant en Samantha. « Et le corps de mon mari ?» demanda Margaret d'une voix à peine audible. « Reed et son ami ont admis être restés pour nettoyer », a déclaré l'inspecteur Reyes. « Ils ont veillé à ne laisser aucune trace. » Charlie a jeté le corps de Jim dans un gouffre calcaire et a conduit la Cadillac au plus profond d'une zone boisée où il est resté caché jusqu'à récemment. Margaret prit une inspiration tremblante. « Alors comment a-t-il atterri à la casse la semaine dernière ?»« C'est Reed qui l'a apporté », expliqua l'inspecteur Reyes. Il savait où il avait été abandonné pendant tout ce temps avec Charlie. La voix du détective s'éteignit tandis que la pièce tournait autour de Margaret, les dernières pièces du terrible puzzle se mettant en place. Sous l'influence de son oncle,
il décida de le transporter à la casse pour le détruire, espérant effacer tout lien avec son oncle. Il pensait que 16 ans étaient suffisants pour que personne ne fasse le lien. Margaret resta assise, stupéfaite, dans un silence absolu, essayant de digérer tout ce qu'elle venait d'apprendre. Son mari avait été assassiné dès la première nuit, tandis que sa fille avait enduré 16 ans de captivité et de maltraitance. « Nous allons essayer de localiser les restes de votre mari », dit doucement le détective moral, en se basant sur les informations de Reed sur l'emplacement. Avant que Margaret ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et un médecin entra. « Madame Elbrook, Madame Barrett, votre fille a été transférée dans une chambre individuelle. Elle ne parle toujours pas, mais son état est stable. Je pense que votre présence à ses côtés lui sera bénéfique. » Ils suivirent le médecin dans les couloirs de l'hôpital jusqu'à une chambre calme où Lucia était allongée dans un lit, le regard perdu dans le vide. Elle paraissait si petite et fragile, malgré son âge adulte. Margaret s'approcha lentement du lit, Doris juste derrière elle. « Lucia, dit-elle doucement en prenant la main de sa fille, c'est maman, et grand-mère Doris est là aussi. » Pendant un long moment, il n'y eut aucune réponse. Margaret continua de parler doucement, disant à Lucia qu'elle était désormais en sécurité, que Charlie et Reed avaient été capturés et qu'ils ne laisseraient plus jamais personne lui faire de mal. Les minutes se sont transformées en 1 heure, tandis que Margaret et Doris parlaient à tour de rôle à Lucia, évoquant les souvenirs heureux de son enfance et l'assurant de leur amour. Puis, alors que Margaret commençait à perdre espoir, les lèvres de Lucia s'entr'ouvrirent. « Je suis vraiment désolée d'être si brisée, » murmura-t-elle, sa voix rauque à cause du manque d'usage. Les larmes jaillirent des yeux de Margaret. « Ce n'est pas ta faute, mon cœur, dit-elle d'une voix brisée. Rien de tout ça n'était ta faute. On est ensemble maintenant. C'est tout ce qui compte. Papa me manque, dit Lucia, une larme coulant sur sa joue. Quelque chose dans sa voix ou dans sa façon de dire « Papa » rappelait douloureusement à Margaret la petite fille de 8 ans partie pour ce road trip fatidique. Bien que Lucia ait maintenant 24 ans, une partie d'elle-même semblait prisonnière de cet instant, figée dans le temps. « Je sais, ma chérie », dit Margaret en caressant les cheveux de sa fille. « Il m'a manqué aussi. » Une infirmière est apparue dans l'embrasure de la porte. « Excusez-moi, mais Monsieur Carroway demande à vous voir. Il est dans la pièce à côté. » Margaret hésita, réticente à quitter Lucia, mais Doris lui toucha le bras. « Je reste avec elle. »« Vas-y. » Margaret suivit l'infirmière dans la chambre adjacente, où Micah Carroway gisait dans un lit d'hôpital, la poitrine lourdement bandée. Il paraissait pâle et faible, mais ses yeux étaient alertes. « Madame Albrook, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, je voulais m'excuser pour mon fils et pour moi-même, pour être resté silencieux toutes ces années. » Margaret s'approcha de son chevet. « Tu m'as sauvé la vie, dit-elle simplement. Sans ton courage, nous serions encore dans cette ferme. Nous n'aurions peut-être jamais retrouvé Lucia. » Micah ferma brièvement les yeux. « Mon fils a toujours détesté les hommes doux et gentils, il considérait cela comme une faiblesse. Alors, quand il faisait du stop, dit-il en hochant lentement la tête, prétextant avoir besoin d'aide, mon mari les aidait. Il le voyait comme une proie idéale, car il était gentil. » L'expression de Margaret s'adoucit avec compréhension. « J'espère qu'un jour tu trouveras dans ton cœur la force de me pardonner. » Margaret tendit la main et lui serra doucement la main. « Tu as risqué ta vie pour nous sauver. Il n'y a rien à pardonner. » Laissant Micah se reposer, Margaret retourna dans la chambre de Lucia. Sa fille s'était endormie, le visage apaisé pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée. Doris était assise près du lit, les larmes aux yeux, surveillant sa petite fille. Margaret prit la chaise de l'autre côté du lit et tendit la main pour prendre celle de Lucia. Après 16 ans de recherche, d'espoir contre tout espoir, il l'avait retrouvée. Le chemin vers la guérison serait long et difficile, mais ils le parcouraient ensemble, un jour après l'autre. Tandis qu'elle regardait sa fille dormir,
Margaret remerciait silencieusement les forces qui les avaient conduites jusqu'à cette casse aujourd'hui ou jusqu'à la Cadillac rouge écrasée et le sac à main bleu qui avait enfin ramené sa fille à la maison.